Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Je vais faire une présentation qui est, disons, purement historique, peut-être avec quelques allusions à des aspects scientifiques qui restent peut-être des questions aujourd'hui, encore que ce ne sont certainement pas des questions de première importance. Il ne faut pas oublier, je crois, et ça je m'adresse surtout ici peut-être à la partie du public qui n'a pas connu cette époque de la science, qu'une fois la révolution de l'ADN recombinant démarré, très vite on a utilisé cette technologie de l'ADN recombinant pour s'attaquer à des problèmes de génétique humaine. Et un des premiers résultats essentiels, et sur lequel peut-être tout le travail ensuite a été basé, Howard nous a parlé tout à l'heure de RFLP, a été l'observation par Canedozzi d'un déséquilibre de liaison entre justement un polymorphisme pour un site d'enzyme de restriction et le locus de la bêta-globine, avec en particulier donc, le déséquilibre de liaison avec l'anémie falciforme. Et ceci a vraiment marqué le démarrage. Et très vite, les gens ont commencé à réfléchir en termes plus généraux, et un fruit de cette réflexion, et un travail absolument fondamental, a été celui de David Botstein, Ray White. Tout ça sont des gens dont vous avez déjà entendu parler par Howard. Mark Skolnick et Ron Davis ont donc proposé d'utiliser ces fragments de ces RFLP pour établir une carte génétique. Et de son côté, Ray White, à ce moment-là, a commencé à établir une collection de familles sur pratiquement 3 générations. C'est la composante, disons, Utah de ce qui allait devenir ensuite les familles du CEF, et cette composante était extrêmement importante. La carte génétique, et Howard l'a dit, est essentielle pour identifier et pour d'abord localiser des gènes qui sont responsables de maladies génétiques. Et on s'y prend de la manière suivante. On définit un intervalle génétique à l'aide de 2 marqueurs génétiques, donc 2 polymorphismes d'ADN, et on peut, par des calculs statistiques ensuite, avoir la certitude que que le gène responsable de la maladie va être localisé à l'intérieur de cet intervalle. Ensuite, il y a toute une cuisine qui se met en route, on va peut-être y revenir tout à l'heure, pour arriver à identifier le gène responsable et des mutations dans ce gène responsable. D'une manière très générale, et là aussi c'est bien sûr quelque chose qui a plus disons une intention didactique, on s'y prend de la manière suivante. Ici, il s'agit de localiser un gène responsable pour une maladie dominante. Ce qu'on analyse, ce sont des familles avec, dans le cas d'une maladie dominante, des parents qui sont atteints et des parents qui sont normaux. Et on arrive ainsi, par le fait qu'il y a des recombinaisons dans les différentes paires de chromosomes, ici, un génome humain est représenté par 2 chromosomes, sachant qu'il y a 23 paires, ce n'est pas très grave, on arrive ainsi à définir un intervalle qui est commun à tous les individus qui sont atteints et qui est, disons, représenté toujours systématiquement par l'autre allèle dans les individus normaux. Donc ça, c'est la situation idéale qu'on recherche lorsqu'on fait de la cartographie génétique pour définir un intervalle. Et donc pour faire ceci, il faut avoir une carte. Et donc pour avoir cette carte, début des années 80, c'était quelque chose de très compliqué parce qu'en fait, il n'y avait ni marqueur polymorphe, ni carte de référence.
Et l'idée alors qui a germé dans l'esprit de Jean Dosset et de Daniel Cohen a été de constituer, de rassembler toute une série de familles, et ceci grâce à des moyens qui étaient fournis par une donation qui était celle de Hélène Hanavi. Et grâce à cette donation, il a donc été possible d'imaginer toute cette infrastructure dont Howard nous a parlé, qui consistait d'une part à immortaliser les lignées des individus de ces familles, à distribuer les ADN, et ensuite, chose tout aussi importante bien sûr, à collecter les données de tous les travaux de génotypage qui allaient se faire dans le monde entier avec le nombre de collaborateurs dont Howard nous a parlé. Donc ça a été, disons, ce groupe de 5 personnes qui a déjà été mentionné tout à l'heure, le groupe des 5 du CEF, des fondateurs du CEF. Ces personnes-là ont vraiment joué un rôle absolument déterminant dans l'établissement de la carte génétique de l'espèce humaine. Cette infrastructure, cet outil commun a vraiment été la condition pour réaliser une carte dans les meilleurs délais et avec le maximum d'efficacité. Et comme l'a dit Howard aussi, il y a une première version de cette carte qui a été publiée en 1987, donc pratiquement 3 ans après la création du CEF, carte qui a été financée en fait en grande partie par une entreprise privée qui s'appelait Collaborative Research. Et vous voyez ici des noms qu'on retrouvera beaucoup pendant toute la période du projet Génome humain. Hélène Denis Keller, Phil Green, Eric Lander, vous voyez ici, David Botstein, dont on a déjà parlé, ont été des éléments clés pour l'établissement de cette première carte, qui était effectivement pratiquement exclusivement basée sur des polymorphismes bialléliques et qui donc avait un certain nombre de faiblesses. Je passe là-dessus. Les faiblesses étant les suivantes, c'est que lorsqu'on a des systèmes bialléliques, lorsqu'on a de la chance, on peut effectivement définir un intervalle dans des études familiales pour identifier, pour localiser un gène responsable de maladie. Voilà cet exemple. Donc avec des systèmes bialléliques, on ne voit pas le génome en couleur, on le voit en noir et blanc. Mais très souvent, en fait, les 2 allèles sont identiques pour la région qui est la région qui nous importe, et dans ce cas-là, il n'y a pas moyen de localiser un intervalle. Donc, cette carte était particulièrement limitée du point de vue de son utilité, et en raison des marqueurs qui la constituaient, et elle n'a pas eu, disons, n'a pas été beaucoup utilisée par la suite. Et vers la fin des années 80, apparaît une nouvelle classe de marqueurs qu'on appelait des microsatellites ou des STR pour Short Tandem Repeats. Enfin, il y a toute une série de noms pour qualifier ces marqueurs qui étaient constitués de répétitions de très courts motifs. Et ce qui variait, en fait, c'était le nombre d'éléments à l'intérieur de ces répétitions. Et ce type de marqueur se prêtait, comme ça a été dit, à l'amplification par PCR et donc à des études beaucoup plus importantes et mobilisant beaucoup plus d'ADN et produisant donc beaucoup plus de données. Et comme en plus le nombre d'allèles que permet la variation de nombre de répétitions à l'intérieur d'un motif peut être très important, on avait très souvent des situations dans lesquelles on était hétérozygote. Et ça aussi, ça a permis de faire de gros progrès au niveau de la carte génétique. Et donc, quand ce type de marqueur est apparu, je me suis tourné vers Daniel Cohen, qui m'a dit « Mais viens au CEF, tu peux développer tes outils là-bas, et on verra par la suite si ceci peut être appliqué à plus grande échelle. » Et en fait, l'application qu'il fallait, que moi j'avais en tête à l'époque, c'était de faire une carte avec 500 marqueurs. Et Daniel, dans sa mégalomanie assez connue, a dit « Mais non, c'est pas 500 qu'il faut, c'est 5000 ». Et je pense qu'il avait tout à fait raison, et on est tout de suite parti sur, disons, des idées beaucoup plus grandioses.
mais on n'avait pas les moyens pour réaliser ces idées. Et on les a trouvés, on va tout de suite revenir comment, et disons, un peu avant que nous-mêmes aboutissions à une première version de la carte, il y a eu publication de cette carte NIH-CEF, donc collaboration entre le NIH et le CEF. Les relations entre le NIH et le CEF n'ont pas toujours été idylliques. Je pense que Howard se souvient bien d'un certain nombre d'épisodes. En particulier, je crois que le NIH voyait quand même très très mal que des petits Français, disons, jouent un rôle absolument majeur dans l'établissement de la carte génétique. Et ce qu'ils voulaient faire à ce moment-là, c'était substituer un nouvel outil à l'outil du CEF. Ce qui a fort heureusement capoté, c'est il y avait une très bonne généticienne qui s'appelle Nancy Wexler, qui avait collecté un ensemble de familles vénézuéliennes. Nancy Wexler était intéressée à la cartographie du gène responsable de la Corée de Huntington, et qui sévissait de façon très très importante au Venezuela, en particulier autour du lac Maracaibo, et donc avait collecté d'énormes familles à ce niveau-là. Et c'était ces familles qui devaient se substituer aux familles du CEF. Et il y a eu quelques débats assez houleux dans des réunions du CEF à ce moment-là. Mais, disons, les collaborateurs, notamment des collaborateurs américains qui étaient déjà très impliqués dans ce qui avait été fait, avaient dit « mais enfin, on a toutes les familles qu'il nous faut, c'est pas la peine de changer d'outil maintenant, alors que déjà une quantité de travail absolument énorme avait été faite. » Donc, voilà, il y a eu un vote à ce moment-là, et c'est à la suite de ce vote que le CEF a pu se maintenir. Et puis, le NIH a admis de bonne grâce quand même, enfin, peut-être pas de tellement bonne grâce que ça, mais a finalement admis qu'il y avait un outil existant et qu'on allait continuer à travailler avec cet outil. Et c'était cet outil des familles du CEF. Et de notre côté, pendant que effectivement se déroulaient ces polémiques, nous avons développé un généton, donc avec des moyens apportés par le Téléthon et l'association, enfin l'AFM, un programme de cartographie qu'on pourrait appeler qu'on pourrait qualifier de semi-industriel, encore que quand on se replonge 20 ans en arrière, on se dit que finalement c'est pas très semi-industriel et que c'est encore extrêmement artisanal par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais disons pour l'époque, c'était quand même un premier effort d'essayer d'automatiser, d'essayer de systématiser le travail en génomique, travail qui, comme chacun le sait, a un côté extrêmement répétitif et extrêmement rébarbatif. Et donc, grâce à deux personnes, Bernard Barato, dont le rôle a été absolument crucial dans le fait de pouvoir faire accepter par cette association, par l'AFM, le programme de cartographie du génome. Donc il y avait d'une part un programme de cartographie génétique, il y avait en outre un programme de cartographie physique sur lequel je vais revenir un tout petit peu parce que ça aussi c'est une contribution importante du CEF qui a été mentionnée déjà. Donc Bernard Barato a réussi à convaincre son conseil d'administration, réussi à convaincre aussi disons, le conseil scientifique, ce qui n'a pas été évident non plus, parce que là aussi, il y a eu un certain nombre de réticences à l'époque, notamment de Jean Frézal, mais avec disons, un petit sous-comité constitué, je crois qu'il y avait Jean-Louis Mandel, Jean Rosa, François Gros et Jean-Claude Kaplan. Ces 4 personnes sont venus nous auditer, écouter nos projets, et à la suite de cette audition, on dit, bon, bah, finalement, allons-y pour ce programme. Et ça a été, pour Bernard Barato, un soulagement de savoir qu'il y avait quand même des scientifiques qui trouvaient que c'était une bonne idée que de se lancer dans cette entreprise. Et puis, bien sûr, il y a eu l'autre personne qui a joué un rôle absolument considérable en convainquant, lui, Bernard Barato, et le conseil d'administration de l'AFM aussi. Et cette personne, c'est Daniel Cohen, qui m'avait donc accueilli au CEF
un an avant pour démarrer ce programme à grande échelle. Et donc on est allé très très vite. En début octobre, la carte NIH-CEF se publie, et fin octobre, nous publions, nous, une version avec cette fois-ci non plus 200 marqueurs microsatellites dans la carte, mais un total de plus de 800 marqueurs. Et cette carte, bien sûr, se substitue, je me souviens des mots de Howard Kahn, qui a dit, oui, début octobre, nous avions la carte NIH-CEF, et fin octobre, nous avions la carte Généton. Donc on a jeté la carte NIH-CEF qui ne servait plus à rien. Et pour l'établissement de cette carte, je voudrais aussi mentionner un certain nombre de collaborateurs qui ont joué un rôle absolument crucial, en particulier Marc Latrobe, ici présent. Marc Latrobe était lui aussi placé dans une situation déchirante, parce qu'il collaborait d'une part avec Ray White, qui quand même était plus ou moins en compétition avec nous, et il a fait à ce moment-là un choix qui, pour moi, a été absolument crucial. Jean Morissette aussi a été la deuxième personne à disons, reprendre ensuite tout le travail de calcul statistique pour établir ces cas. On a déjà parlé de cartes physiques. Je vais revenir très rapidement sur cette notion-là, puisque à Généton, il y avait d'une part cette carte Généton, mais qui est quand même une carte basée, bien sûr, sur les familles du CEF. Et l'équipe du CEF, de Daniel Cohen, elle, se concentrait sur l'établissement d'une carte physique avec une technologie qui consistait à établir des empreintes de produits de digestion de chromosomes artificiels de levure. Et à l'aide de cet outil, un peu plus tard, une année plus tard, Daniel a proposé une première version, une première First Generation Physical Map, donc du génome humain, basée donc sur ces chromosomes artificiels de levure. Alors cette carte, effectivement, n'a pas eu le succès qu'on pouvait espérer, et essentiellement pour une raison technique qui était due au fait que ces chromosomes artificiels de levure étaient réarrangés dans une proportion absolument gigantesque. Plus de 50% de ces chromosomes artificiels de levure étaient déjà le produit de réarrangement artificiel. Et donc la qualité de cette carte était effectivement nettement insuffisante, et pour être utilisée de façon systématique dans la recherche de l'OSI pour des gènes de maladie, et pour, disons, servir d'assise ensuite au programme de séquençage du génome humain. Donc il a fallu refaire une deuxième carte physique qui, elle, a été faite à ce moment-là par un consortium international et qui a été utilisée par ce consortium international pour le programme de séquençage du génome humain. Donc cette carte s'est substituée, bien sûr, à la carte de YAC du CEF. Elle était de qualité bien supérieure, mais surtout elle a été réalisée par, disons, un ensemble d'équipes beaucoup plus considérable, et a nécessité un effort vraiment très très important. Cette carte était disponible à peu près en 1999, 98, 99, plutôt 99 même, et donc elle a mis un certain temps à être établie, elle aussi, malgré, disons, le nombre considérable de contributeurs à cette carte. Et c'est elle qui a ensuite servi de matériel pour le séquençage, qui a servi à définir les différents chromosomes artificiels bactériens qui allaient être séquencés. Elle est aussi elle-même ancrée sur les marqueurs de la carte génétique. La dernière version de notre carte génétique a été publiée en 1996, en parallèle avec une carte basée exactement sur le même principe du groupe d'Eric Lander, une carte pour le génétique pour le génome de la souris. Je passe aussi rapidement sur les détails chiffrés, ça n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui. Disons
il y avait eu, en parallèle de l'effort sur les microsatellites, un effort un peu similaire aux États-Unis, mais qui allait beaucoup moins vite. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles cet effort était moins productif, c'est qu'il était décentralisé entre plusieurs centres. Et je crois que ça a été une des forces de Généton à cette époque-là, c'est de pouvoir, en un seul lieu, concentrer tous les moyens, toutes les idées, et ça a certainement été un facteur de réussite pour notre carte génétique. Ensuite, toutes les données de ces différents marqueurs microsatellites, qu'il s'agisse de ceux de Généton ou de ceux produits par les autres centres, ont été fusionnées, et ceci a pu être fusionné aussi effectivement grâce à cet outil commun qu'étaient les familles du CEF, et on a pu ainsi faire une carte à l'époque, donc en fin des années 90, avec à peu près pas loin de 10 000 marqueurs. Alors, aujourd'hui, bien sûr, une question qu'on peut se poser à la lumière des données qu'on a maintenant, notamment au niveau de la séquence, c'est mais quelle était la qualité des cartes qui avaient été produites à l'époque. Et ici, vous avez une carte du chromosome 14, et cette carte représente donc, ce sont deux cartes différentes, une pour les méioses femelles, qui est celle-ci, donc qui a une taille de distance génétique plus importante que la carte en méiose mâle. Et vous voyez qu'il y a très peu de marqueurs, en fait, où l'ordre est différent entre la carte génétique et la carte physique, enfin la séquence. Vous avez un petit problème d'ordre dans cette partie-là, peut-être aussi un peu par ici, mais très globalement, la qualité de la carte génétique, peut-être ici aussi, et je pense ici aussi, est tout à fait remarquable. Il y a quelques, disons, problèmes de détail sur la carte génétique qui sont, disons, quand même minimes, et qui aujourd'hui devraient peut-être en plus être reconsidérés au vu d'autres choses qui sont tous ces fameux polymorphismes dus à des duplications, enfin à des petits réarrangements qui se produisent dans le génome. Certaines de ces différences entre carte génétique et carte physique pourraient très bien être le résultat de ce polymorphisme très important, disons, de l'ordre de marqueurs au niveau génomique. En parallèle, non pas en parallèle, mais quelques années plus tard, donc vers 2002, une autre carte à haute résolution a été publiée, une autre carte génétique à haute résolution a été publiée par le groupe islandais de Decode, avec des familles islandaises cette fois-ci. Et là aussi, nous nous sommes amusés à comparer cette carte pour un chromosome, toujours encore pour le 14, notre chromosome favori. Donc ça, ce sont les deux cartes méiose mâle et méiose femelle des Islandais. Lorsqu'on superpose ça avec la carte Généton, on voit qu'il y a peu de différence, surtout en méiose mâle, très très peu. En méiose femelle, il y a quelques endroits où effectivement il y a des petites différences, mais là encore, ça peut très bien être aussi des différences populationnelles ou autres. Disons, aujourd'hui, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas des différences comme ça à considérer entre différentes populations, population islandaise et, disons, population des familles du CEF. La carte génétique, bien sûr, maintenant a considérablement évolué, d'abord avec l'introduction de génotypage par des nucléotides SNP, donc on revient à des systèmes bialléliques, mais cette fois-ci, on n'utilise plus des systèmes bialléliques isolés, mais des combinaisons de systèmes bialléliques qui donnent une informativité du même ordre que les systèmes multialléliques et qui en plus se prêtent à une très grande automation en termes d'analyse. Et donc, ces nouveaux systèmes SNP, maintenant, sont utilisés pour faire de la cartographie génétique. Et la première carte qui a été réalisée là-dessus, c'est la carte dont Howard nous a aussi parlé déjà, cette fameuse carte HapMap, où effectivement, là encore, il y a une contribution importante
des individus du CEF. Il s'agit cette fois-ci de trios de familles mormons et d'une trentaine de ces familles, et qui ont été procurées par le CEF. Donc on voit quand même que cette contribution du CEF a été, je crois, sur le projet Génome humain absolument déterminante, et en tous les cas, au moins, dans sa première phase, qui a été sa phase de cartographie. Je crois qu'on a certainement gagné plusieurs années par cette idée absolument qui n'était pas du tout dans les mœurs chez les biologistes à l'époque, de partager des données et de se mettre ensemble pour construire un outil d'utilité générale. Et je crois que ces idées-là, nous les devons beaucoup à Jean Dosset, parce qu'elles sont, et j'en ai encore parlé avec Howard tout à l'heure, elles sont directement héritées de tout ce qui avait été fait préalablement dans le domaine de HLA et du polymorphisme HLA. Voilà, je vous remercie.